Le paradigme post-matérialiste et les nouvelles preuves de l'existence de Dieu, entre guillemets. Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent que vous écoutez. Et j'ai dit Dieu entre guillemets, étant donné que ici, quand que je fais référence à Dieu, c'est pas par rapport à un barbu habillé en blanc qui serait couché entre deux nuages dans le ciel, mais plutôt une conception de Dieu dans l'optique du dessin intelligent, que certains peuvent se représenter comme un principe d'intelligence à une dimension transcendante. Donc, au-delà d'une vision anthropomorphique de l'être humain qu'il projetterait une vision de lui-même là, sur l'horizon du monde là, d'un Dieu. Donc, c'est différent. Donc, présentement, il y a un courant de partisans du dessin intelligent qui vont dans le sens que un peu de science nous sépare de Dieu, mais beaucoup de science nous en rapproche. C'est-à-dire que, à la lumière des découvertes scientifiques récentes qui ont été faites là, au cours des dernières décennies, eh bien, il y a plusieurs auteurs qui en viennent à l'idée qu'elles nous permettent de faire la démonstration de l'existence de Dieu. Donc, ces gens-là s'inscrivent dans une vision du monde post-matérialiste et associent un mouvement du néo-créationnisme. Donc, la différence avec le créationnisme qui est en relation que la religion chrétienne ou une vision du monde à l'effet que Dieu a créé le monde. Donc, c'est sûr que dans la Bible, il est question que le monde a été créé en 7 jours. Donc, les gens dans le passé, en s'appuyant sur des croyances, en venant à croire que Dieu a créé le monde, en s'appuyant à certaines écritures associées à des traditions religieuses, comme la tradition chrétienne, en venaient à cette conclusion. Et là, dans la perspective du néo-créationnisme, on va s'appuyer sur des preuves à caractère scientifique et rationnel, donc qui s'adressent à l'intellect dans l'optique de faire la démonstration de l'existence de Dieu. Donc, c'est pas juste une question de croyance, mais c'est une question aussi de s'appuyer sur des éléments qui ont été démontrés par la science là, au cours des dernières années. Donc, c'est une démarche particulière. Et j'ai décidé aujourd'hui de m'y attarder et de vous présenter là, des éléments qui s'y rapportent là, naturellement. Donc, tout d'abord, en cette année 2022 où est produit cet enregistrement, il y a eu la sortie au Québec du livre qui s'intitule « Dieu, la science, les preuves », qui est coécrit par l'ingénieur Michel-Yves Bolloré et le polytechnicien Olivier Bonassis. Donc, il est sorti en 2022 au Québec. Il est disponible aussi naturellement là, dans d'autres pays de la francophonie, un peu partout alentour du monde. Et c'est un livre qui va dans le sens du dessin intelligent, donc à la lumière de découvertes récentes dans le domaine de la science. Et il y a quelques mois, j'avais été à un magasin au Québec, donc une librairie qui vend des livres. Et parmi les livres nouveaux, donc dans l'étalage, il y avait ce livre qui est gigantesque. Là, c'est un livre qui a à peu près 600 pages, il est très volumineux. Quand on le regarde, ça fait penser à une Bible. Donc, j'ai vu ce livre-là, j'ai été le voir, je l'ai regardé. Et ce livre-là, à mon avis, parce qu'il est quand même très complet, c'est un peu comme, je vois ça comme un manifeste du nouveau paradigme de la démonstration de l'existence de Dieu en s'appuyant sur des preuves scientifiques récentes. Donc, il y a d'autres auteurs aussi qui vont dans le même sens, mais ils n'ont pas nécessairement écrit des livres aussi complets ou s'appuyer sur autant de notions à caractère scientifique. Parce que par rapport aux livres,
Donc, ce qui en est dit là, sur Internet, c'est qu'il y aurait plus de 200 citations de savants contemporains. Une vingtaine de scientifiques auraient même contribué par leur rapport à la rédaction du livre. Donc, ça s'appuie sur beaucoup de sources. Et c'est sûr que ce qui donne naturellement de la crédibilité à la démarche là, des deux auteurs là, qui ont procédé à sa rédaction. Sinon, il y a eu un intérêt du public par rapport à un tel type de démarche parce qu'il y a eu plus de 100 000 exemplaires de cet écrit qui ont été vendus dans les jours qui ont fait suite à sa sortie. Donc, il y aurait sans doute des gens qui auraient de l'intérêt pour avoir accès aux preuves à l'effet que Dieu existe. Donc, c'est sûr que j'aime utiliser mon imagination. Donc, imaginons qu'il y aurait une tenue de cour avec un juge et on verrait dans le cadre de cette audience qui se déroulerait devant nous, un avocat qui ferait un plaidoyer pour faire la démonstration de l'existence de Dieu avec plusieurs arguments. Donc, ça serait une plaidoirie fleuve, là. C'est ça, ça s'appuierait sur le contenu du livre, là, naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est sûr que, la démarche d'en faire la démonstration en s'appuyant sur plusieurs sources, je trouve ça quand même intéressante. Et par rapport à ce livre volumineux, gigantesque et de par sa taille, fait penser à une Bible. Donc, je le vois un petit peu comme un écrit pilier du nouveau paradigme, ce livre-là, sur lequel sans doute d'autres auteurs vont s'appuyer éventuellement. Ce que je peux en dire, c'est, entre autres, à partir d'un résumé qui a été fait sur un site web. Vous allez avoir le lien là, pour retrouver le détail de ce résumé, mais je vais vous présenter l'essentiel de ce dernier et en faire la lecture parce que je trouve que le résumé de ce livre fait également résumé de l'esprit de la mouvance des partisans du dessin intelligent et du néo-créationnisme à l'époque actuelle. Donc, de ce courant de pensée. Donc, j'ouvre les guillemets et j'en fais la lecture maintenant. Pendant près de 4 siècles, de Copernic à Freud, en passant par Galilée et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon spectaculaire, donnant l'impression qu'il était possible d'expliquer l'univers sans avoir besoin de recourir à un Dieu créateur. Et c'est ainsi qu'au début du 20e siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement. De façon aussi imprévue qu'étonnante, le balancier de la science est reparti dans l'autre sens, avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité, de la mécanique quantique, de l'expansion de l'univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin ou de la complexité du vivant se sont succédés. Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter des certitudes ancrées dans l'esprit collectif du 20e siècle, au point que l'on peut dire aujourd'hui que le matérialisme, qui n'a jamais été qu'une croyance comme une autre, est en passe de devenir une croyance irrationnelle. À l'orée du 20e siècle, croire en un Dieu créateur semblait s'opposer à la science. Aujourd'hui, ne serait-ce pas le contraire, une invitation à la réflexion et au débat? Donc, je ferme les guillemets. Donc, ici, le résumé du livre, je le trouve extrêmement intéressant parce que là, on parle des différentes découvertes qui ont été faites, notamment dans le domaine de l'astrophysique, qui amènent l'idée que le monde physique, la réalité, ne serait pas le produit d'un hasard et qu'il y aurait un balancement, un changement de paradigme qui s'opère à la lueur de ces connaissances qui sont à présent accessibles. Et là, je trouve que ça résume extrêmement la mouvance présente qu'ont certains auteurs qui œuvrent dans une optique post-matérialiste. Donc, les travaux de Mario Beauregard qui, je trouve, qui vont dans le même sens que la démarche
qui est faite par ces deux co-auteurs de ce livre. Donc, Mario Beauregard a écrit d'ailleurs lui-même plusieurs livres. Donc, je vais vous le présenter en m'appuyant sur des informations qui proviennent de sa fiche qui est présente là, sur le site de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Donc, Mario Beauregard est un chercheur canadien en neurosciences ayant complété des études postdoctorales à l'Université du Texas et au Montreal Neurological Institute de l'Université McGill. À partir de 2007, il publie plusieurs livres où il expose ses travaux avec un point de vue créationniste. Il est ainsi co-auteur avec la journaliste créationniste Denise O'Leary de l'ouvrage Du cerveau à Dieu, The Spiritual Brain, qui défend la thèse que l'esprit ne peut se réduire à des processus neurochimiques présents dans le cerveau, mais qu'il influence au contraire le cerveau. Donc, c'est ce qui est dit là, par rapport à lui sur la fiche Wikipédia. Donc, il a écrit un livre en passant récemment qui s'intitule « La nouvelle science de la conscience, vision d'un paradigme post-matérialiste ». Post-matérialiste, donc, je trouve ça très intéressant, ces ouvrages. Vous avez plusieurs vidéos de lui qui sont disponibles naturellement sur YouTube, où on le voit là, faire des présentations, là, notamment dans le cadre de conférences. Ensuite, dans cette optique post-matérialiste, il y a d'autres auteurs qui s'inscrivent là, dans le même courant. Si on pense entre autres à Jean-Jacques Charbonnier, qui a mis de l'avant le concept de conscience intuitive extraneuronale. C'est-à-dire que pour lui, la conscience serait délocalisée, autonome et totalement indépendante du cerveau. Et il en vient à cette conclusion, étant donné que lui, il a travaillé comme médecin anesthésiste, donc en France, là, à Toulouse, en fait, depuis 2004. C'est que ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, il a côtoyé des patients là, naturellement, puis il est en venu à la conclusion que lors d'expériences de mort imminente, eh bien, ce qui arrive, c'est que la conscience existe pareil. Donc, il défend la thèse d'une vie après la mort qui serait palpable lors d'une expérience de mort imminente et révélatrice de l'existence d'une conscience indépendante de l'activité neuronale. C'est ce que nous en dit Wikipédia. Sinon, comme auteur, et je vous dirais que ça a été l'auteur que j'ai préféré découvrir lors de cette année 2022, c'est Jean Stone. Donc, c'est un Français également. Et Jean Stone, il a par particularité que c'est un philosophe, c'est un enseignant-chercheur, conférencier, écrivain, qui va faire des conférences, mais qui va toucher à plusieurs sujets. Autant de la philosophie, de la paléontologie, il va toucher aussi aux découvertes récentes en matière d'informatique, à de la futurologie, à des notions de mathématiques, d'économie, de management. Il est très vaste. Et c'est ça ce que je trouve intéressant dans sa démarche, parce que c'est une démarche multidomaine. Et c'est quelqu'un que je vous propose, si ce n'est pas déjà fait, d'aller voir ses vidéos sur YouTube. Donc, on peut écouter une vidéo où il va être question naturellement là, de conscience, de spiritualité, mais il peut y avoir une autre vidéo où il va parler des dernières découvertes en matière scientifique. Donc, c'est vraiment... Il va parler aussi de la façon qu'il voit l'avenir de l'humanité. Donc, il y a vraiment un discours global par rapport à l'être humain, à l'univers dans ses propos. Et je trouve ça intéressant. Là, plutôt qu'être un spécialiste de juste un secteur, ben là, lui, il en touche plusieurs. Et il est porteur d'une vision là, naturellement à travers ses propos de type post-matérialiste, en tout cas de la perception que j'en ai. Donc, c'est un penseur chrétien, donc il va faire des présentations à l'effet que les découvertes scientifiques de notre époque, dont les découvertes relatives à la physique quantique, la neurologie, les mathématiques et l'astrophysique donnent la crédibilité aux conceptions n'étant pas matérialistes du monde et de l'individu.
Et pour lui, il est clair que nous serions présentement dans une période de révolution conceptuelle sans précédent qui amènerait un réenchantement du monde avec des idées démontrées par la science sur le plan rationnel qui donnent un sens transcendant à l'existence, faisant suite au matérialisme immanentiste qui a généré le désenchantement là, au cours des dernières décennies. Donc, je vous propose d'aller voir la vidéo sur YouTube qui s'intitule « Dieu et la science » par Jean Stone. C'est une vidéo qui fait une belle synthèse des éléments scientifiques actuels qui vont dans le sens de l'existence de Dieu, en s'appuyant donc sur différentes disciplines, astrophysique, physique quantique, mathématiques, neurologie, biologie. Donc, je vais aborder là, naturellement certains de ces éléments et je trouve que dans cette vidéo qui dure environ 2 heures, ça fait une bonne synthèse de découvertes récentes qui vont dans le sens du dessein intelligent, donc de l'existence d'une forme de Dieu. Et en bas de la vidéo, il est écrit ceci, qui donne le ton à sa démarche et ce petit résumé de l'esprit de son propos, je le trouve très intéressant et c'est la raison pour laquelle je vais en faire la lecture. J'ouvre les guillemets. La modernité a fait de nous des schizophrènes. D'un côté, nous avons les grandes traditions de l'humanité qui nous disent que l'univers a un sens et que la conscience de l'homme n'est pas que le produit des neurones de notre cerveau, mais se projette dans d'autres dimensions. Les découvertes scientifiques modernes qui nous ont à la fois donné une qualité, une durée et un confort de vie sans équivalent dans l'histoire humaine nous ont conduit à un désenchantement du monde. Donc, entre guillemets, selon lequel la vie humaine et l'univers sont dépourvus de sens. Mais de l'infiniment petit à l'infiniment grand, des sciences de la vie à celles de la conscience, une formidable révolution a lieu au cours du 20e siècle. Un nouveau paradigme scientifique s'est mis en place qui nous permet d'avoir de nouveau une vision unifiée du monde où la raison et la transcendance peuvent se retrouver. Donc, je ferme les guillemets. Et c'est sûr que sa vision va dans le sens d'un réenchantement du monde à travers les dernières découvertes scientifiques. Et l'un des concepts clés qu'il aborde dans le cadre de sa présentation, c'est le concept de darwinisme, de la convergence ou convergence-évolutionnisme. Donc, la convergence évolutionniste, ce qu'en est dit, j'ouvre les guillemets. Donc, la convergence évolutionniste, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut arriver à des résultats identiques par des voies différentes. Donc, l'idée ici qui est véhiculée, c'est qu'une évolution par les lois naturelles et non seulement par la sélection naturelle, car les formes fonctionnelles possibles de vie sont déjà prédéterminées. Donc, ce que certains vont dire par le dessein intelligent depuis le Big Bang, soit l'origine du monde physique manifeste que nous connaissons. Donc, les formes des structures complexes seraient produites par les lois de la nature et non par la sélection naturelle. Ça, c'est une citation de Denton. Donc, l'idée ici derrière ça, c'est que les formes complexes de vie ne seraient pas le produit du hasard. Donc, la réalité ne serait pas physique qu'on connaît, là, les animaux, les différents règnes minérales, les plantes, êtres humains et peut-être créatures extraterrestres au-dessus. Donc, les différentes formes de vie imaginables ne seraient pas le produit d'une évolution hasardeuse, mais plutôt de dessein intelligent. Il ne va pas dire que le système darwinien n'existe pas. Il ne va pas le nier. Pour lui, il existe toujours. Donc, il y a toujours des essais et d'erreurs qui vont se produire par rapport à des formes de vie. Il va donner l'exemple du système immunitaire. Pour combattre un virus, le système immunitaire, il va par essai et erreur pour neutraliser, par exemple, l'activité d'un virus qui va envahir un système biologique. Donc, il nie pas ça. Mais il va bonifier la vision darwinienne le concept de convergence. Donc, il va parler d'un darwinisme de la convergence.
Et un des exemples intéressants qu'il donne pour illustrer une manifestation du darwinisme de la convergence, c'est celui de l'œil. Donc, de nombreuses espèces ont commencé à être une bactérie n'ayant pas d'œil, mais ont développé par la suite sa structure complexe. Il y a des vertébrés qui ont des yeux caméra, comme nous autres, mais aussi des invertébrés, comme la méduse. Les escargots de mer et l'araignée ont des yeux comme nous aussi. Donc, le point derrière ça, c'est que à la base, une bactérie qui n'a pas d'yeux, qui donne place à des formes vivantes complexes qui vont développer des yeux, alors que c'est des formes de vie qui sont indépendantes les unes des autres. C'est comme si ces formes de vie-là étaient préprogrammées à partir de la bactérie à en venir éventuellement à un stade où il allait développer la structure complexe qu'est l'œil. Donc, la structure complexe qu'est un œil s'est développée par rapport à plein de formes de vie différentes. Donc, il y a le même résultat par des voies différentes qui va s'exprimer. Et lui, de ce que j'en comprends de son propos, en vient à la conclusion que cela ne serait pas le fruit du hasard, d'une évolution hasardeuse par essai-erreur, parce que les probabilités que des formes de vie différentes développent le même type de yeux, c'est extrêmement peu probable au niveau statistique là, qu'ils en viennent à développer cette forme-là. Sinon, en lien avec le darwinisme de la convergence, un autre exemple qui illustre le propos, c'est celui du cristal de neige. En fait, les cristaux de neige sont toujours basés sous la même structure avec le chiffre 6, c'est-à-dire par rapport à 6 pointes. Donc, même ils peuvent donner place à des formes, même s'ils peuvent donner place à des formes très différentes, ensuite en relation avec l'environnement, comme la température, mais à la base, chaque cristaux de neige ont toujours 6 pointes. C'est sûr que le détail des pointes, la complexité du motif va varier, mais l'idée derrière ça, un peu comme pour le félin, où on va avoir le chat, le tigre, la panthère, il y a la même forme fonctionnelle qui est à la base. Après ça, il peut y avoir une complexification là, naturellement. Donc, l'idée, c'est que la forme du cristal de neige, comme peut représenter la forme de l'être humain ou du félin, ça serait des formes qui seraient préinscrites dans les lois de l'univers par le dessin intelligent et qui ne seraient pas le fruit du hasard. Donc, l'évolution des formes serait orientée par une intelligence. Donc, l'intelligence serait un peu comparable à un programmeur informatique qui programmerait les formes de vie pour passer de formes simples à de plus en plus complexes. Et dans l'optique de la complexité, il y aurait, par exemple, comme on l'abordait tantôt, différents êtres vivants qui développeraient des yeux. Donc, c'est sûr que par rapport à la question du darwinisme, bon, à la base, il y a Darwin qui a développé ce concept-là en lien avec l'idée de sélection naturelle, mais il y a aussi Teilhard de Chardin avec l'idée d'une évolution canalisée vers plus de conscience. Donc, il est dit ceci dans la présentation, qu'il y aurait la possibilité que l'évolution soit en partie canalisée et donc reproductible. Cette conception est soutenue par l'existence de convergences amenant à des résultats identiques par des voies différentes. Donc, je ferme les guillemets, les possibilités de développement de l'évolution sont déjà programmées à l'avance. Donc, il est dit dans la présentation qu'au-delà du hasard de l'évolution serait inscrit, au lieu du hasard, l'évolution serait inscrite dans les lois de l'univers. Donc, je ferme les guillemets, sur une structure qui prévaut à la manifestation de l'univers. L'évolution se produirait partout dans l'univers de manière à générer des êtres conscients. C'est un petit peu comme si au moment du Big Bang, eh bien, il y aurait déjà une préprogrammation de la réaction en chaîne que représente le Big Bang qui, éventuellement, pourrait générer des formes de vie. Et c'est sûr que l'être ou les êtres qui auraient préprogrammé ça, ça serait des êtres qui existeraient avant le Big Bang pour en venir à générer des formes de vie qui vont tendre, à travers le darwinisme de la convergence, à avoir certaines propriétés. Et c'est sûr que ça amène, entre autres, à Jean Stone à émettre l'hypothèse, la possibilité qu'il y ait des êtres de type humanoïde un peu partout dans le cosmos. Donc, que la forme humaine ne serait pas nécessairement le propre
des êtres qui se développent de manière de plus en plus complexe sur la Terre. Donc, en lien avec ça, il y a les propos suivants qui ont été tenus là, pendant la présentation que je vais lire. Donc, pour les darwiniens classiques, il est très improbable que les occupants d'une planète puissent ressembler à ceux d'une autre planète. Le phénomène de la convergence évolutionniste indique que, au contraire, le nombre des alternatives est strictement limité. Un tel programme de recherche pourrait révéler un niveau plus profond de la biologie, dans lequel l'évolution darwinienne resterait un concept central, mais où les formes fonctionnelles possibles sont prédéterminées depuis le Big Bang. Donc ça, c'est une citation de la présentation. Et en lien avec ça, il y avait été question par rapport à la sortie du film Avatar qu'il y avait des darwinistes classiques qui trouvaient fantaisistes d'exposer des enfants là, n'étant pas quelque chose comme étant réaliste, l'idée là, d'être là, sur une autre planète là, qui aurait des formes humanoïdes, là, les êtres bleus, entre autres, là, qu'on pouvait voir dans le film de science-fiction Avatar. Alors que pour Johnstone, au contraire, cette idée que d'autres êtres auraient évolué vers une forme humanoïde ne vivant pas sur la planète Terre est extrêmement réaliste, compte tenu de sa compréhension du concept de la convergence évolutionnaire ou du darwinisme de la convergence. Donc, il est possible que sur d'autres planètes, à partir de bactéries, il y a des formes de vie de plus en plus complexes qui seraient apparues et qui auraient donné des formes humanoïdes et que, un peu comme l'être humain sur Terre, eh bien, il y aurait possiblement d'autres êtres de type humanoïde un peu partout dans le cosmos. Un peu comme les êtres qui ont développé les yeux. Bon, mais s'il y a plusieurs êtres indépendants qui ont développé les yeux sur Terre, ben ça peut être la même chose dans le cosmos. Donc, je vais poursuivre la présentation d'éléments qui vont dans le sens de l'existence de Dieu. Donc, des découvertes en neurologie récentes vont dans le sens de l'existence, entre autres, de la conscience au-delà de la matière, donc une forme de dessin intelligent, d'intelligence au-delà de ça. Donc, je vais lire une citation maintenant. Les expériences de type Near-Death Experience donnent une crédibilité à l'idée que la conscience ne serait pas localisée uniquement dans le cerveau. Donc, je ferme les guillemets. Sur le contact d'esprit de l'homme avec un autre niveau de réalité. Donc, tantôt, je faisais référence à Mario Beauregard. Dans l'un de ses livres que j'avais fait la lecture, il était question qu'une personne qui était dans une salle d'opération, alors qu'il n'y avait pas d'activité de son cerveau et également de son cœur qui avait été détecté par la machine sur laquelle était branché. Eh bien, après l'opération, s'était rappelé des conversations qui avaient été tenues. Or, il n'y avait pas d'activité électrique dans le cerveau détectable ni de son cœur. Donc, techniquement, elle était morte. Je dis opération, mais c'était peut-être un phénomène de mort clinique là, qui s'était présenté là, dans une salle. Et là, il y a tout le personnel médical là, qui était présent autour de la personne. Or, si aucune activité est détectable et que la personne se rappelle de qu'est-ce qui s'est passé, alors que techniquement, il n'y avait aucune activité dans son cerveau ni son cœur, ben, ça amène l'idée que quelque part, la conscience est au-delà de ça. Parce que sans ça, ça n'aurait pas pu être possible. Et dans le nouveau paradigme, il est question du passage de la vision de l'homme neuronal, dont parlait Changue, qui est un auteur qui va dans ce sens-là, l'existence de la conscience à l'état pur, dont Laplane est l'un des auteurs qui va dans ce sens qui est opposé au précédent auteur. Sinon, vous avez Jean-Jacques Charbonnier, auquel je faisais allusion tantôt, naturellement, que le concept de conscience intuitive extraneuronale qui va directement dans la même lignée là, que Johnstone et également là, Mario Beauregard, de par ses travaux. Donc, c'est sûr que c'est intéressant de voir que différents auteurs, différents scientifiques en viennent au même constat. Ensuite, dans la présentation de Johnstone auquel je fais allusion depuis tantôt, l'un des éléments intéressants qu'il aborde, c'est la théorie du Big Bang. Donc, cette théorie sous-entendrait l'existence d'une réalité au-delà de la matière qui l'aurait générée. Donc, il est dit dans la présentation,
Le monde physique où nous vivons ne s'explique pas uniquement par lui-même. Il y a un au-delà du temps et de l'espace. C'est ce que dit la théorie du Big Bang. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le propos tenu va dans le sens de l'existence d'un monde transcendant au-delà du physique qui l'aura entraîné. C'est-à-dire que avant qu'il y ait le Big Bang qui amène la création de l'univers physique, ben, il y a un autre niveau de réalité qui précédait l'existence du plan physique, d'où l'explosion qui aurait eu cours, selon certains scientifiques, qui ont environ 13,8 milliards d'années qui aurait généré le plan physique, aurait donné place à ça. Donc, il y aurait un principe directeur derrière ça. Donc, c'est sûr que cette vision met en échec le matérialisme immanentiste, à ne pas confondre en passant avec André Moreau, le philosophe jovialiste auquel je fais allusion une fois de temps en temps dans le cadre de mes enregistrements, qui est un immatérialiste immanentiste. Donc, qui ne croit pas que la matière existe. Parce que dans la vision présente que je fais, les auteurs vont donner du crédit à la notion de matière, mais ils vont s'inscrire dans une vision transcendante et non pas immanentiste, c'est-à-dire que le monde existe par lui-même puis il n'y a rien au-delà du plan manifeste physique, qui est souvent associé là, à l'immanentisme. Donc, sinon, dans la présentation, un élément qui a été abordé et que je trouvais extrêmement intéressant, d'où la raison que je vise à l'aborder avec vous aujourd'hui, c'est l'idée que la physique quantique nous amène à la conception d'une réalité au-delà de la matière. Il est mentionné dans la présentation ceci. Il y a une limite absolue à la connaissance que nous pouvons avoir du monde qui nous entoure, principe d'incertitude d'Heisenberg, parce que le fait d'observer le monde, cela change le monde. Je ferme les guillemets. Ce dernier restaure l'idée de l'existence d'une réalité au-delà du plan physique plus vaste, soit potentiellement une réalité transcendante, ce que certains vont appeler le champ quantique, le dessin intelligent, voire l'intelligence universelle. Donc, le principe d'incertitude d'Heisenberg, je vais l'aborder un peu plus en détail avec vous, c'est le principe à l'effet qu'on ne peut pas simultanément connaître la vitesse et la position de l'électron autour du noyau, car le comportement de la matière à l'échelle du très petit n'est pas déterminé ou prévisible. Les mesures qui peuvent être effectuées sur la vitesse et la position de particules subatomiques n'expriment pas de certitude, mais uniquement des probabilités. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le principe d'incertitude d'Heisenberg donne paradoxalement de la certitude à l'idée que le monde est plus vaste que ce qu'en disent les matérialistes, immanentistes et déterministes. Donc, cela met en échec la vision, entre autres, déterministe de Laplace, à l'effet qu'on peut prévoir tout le futur de l'univers si on connaît l'emplacement et la vitesse de toutes les particules qu'il compose à un moment donné. Donc, la vision déterministe absolue à l'effet que plus qu'on va avoir accès à de l'information sur la matière et on va pouvoir contrôler des variables, connaître leur positionnement, et ainsi de suite, et plus qu'on va être en mesure de prévoir qu'est-ce qui va arriver et carrément mis en échec là, par le principe d'incertitude d'Heisenberg là, auquel je fais allusion. Sinon, le concept de non-séparabilité quantique met aussi en échec la vision immanentiste et matérialiste. Donc, un peu comme le principe d'incertitude. En lien avec cela, il a été question dans l'enregistrement que les corrélations non locales proviennent d'au-delà de l'espace-temps, car aucune description située à l'intérieur de l'espace-temps ne peut en être faite. Donc, c'est une citation de Nicolas Guizin. Donc, les corrélations qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à des particules, dans le fond, qui sont interreliées, la façon qu'on l'explique parce qu'elles sont interreliées avec l'intrication quantique au-delà de l'espace et du temps, c'est à l'effet qu'à quelque part, il y a une réalité qui est au-delà, justement, de l'espace et du temps, là, qui la rend possible. Une autre citation intéressante qui va dans le même sens. L'existence de la non-séparabilité quantique montre qu'il y a des phénomènes qui échappent au temps et à l'espace,
Donc, la réalité ultime, la réalité fondamentale, la réalité qui nous constitue échappe au temps et à l'espace. Ferme les guillemets. Donc, elle existe au-delà du Big Bang et transcende le plan physique. Sinon, dans la présentation, il y a été question sur le plan mathématique du théorème d'incomplétude de Gödel, qui va dans le sens d'une conception de l'existence d'un monde au-delà de la matière. Il est dit ceci: aucun système logique n'est à la fois complet et cohérent. Donc, c'est le théorème d'incomplétude de Gödel. Donc, j'ouvre les guillemets. Tout système logique contient une proposition dont on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse, soit indémontrable, et aussi tout système comporte une proposition qui est vraie, mais non démontrable dans ce système. Elle peut être démontrable dans un système plus vaste qui contient ce système, mais dans ce système, il y aura une autre proposition vraie et indémontrable dans ce système plus vaste, mais qui pourrait l'être dans un système encore plus vaste. Donc, c'est un raisonnement par récurrence. Dans tout système logique, il y a une proposition vraie, mais non démontrable dans le système. On sait que la proposition est vraie avec notre intuition platonicienne, soit que nous avons accès directement au monde des objets mathématiques, et c'est l'existence de ce monde avec lequel nous sommes en contact qui fait la différence fondamentale entre l'homme et la machine. Je ferme les guillemets. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant, cette vision qui fait en sorte que tout système qui s'appuierait strictement sur des observations de la réalité physique, matérielle, donc un système qui s'appuierait sur une vision du monde positiviste, à l'effet que, dans le fond, la science peut percevoir objectivement toute la réalité en percevant les choses là, objectivement ou sur le plan physique, est mis en échec. Donc, une vision où on pourrait générer un système de type déterministe en s'appuyant sur des variables observable ne tient pas la route. Donc, une dimension au-delà du plan physique qui n'est pas prise en considération par le système, qui fait en sorte que tout système s'appuyant sur de réalité physique, bien, c'est des systèmes qui sont incomplets. Donc, en lien avec ça, ben c'est ça qui va dans le sens, Jean Stone, de l'idée de Platon qui a été véhiculée, donc ce philosophe grec, à l'effet qu'il existe des idées au-delà du plan physique, un monde des idées que les individus peuvent intercepter, plutôt qu'avoir une vision que les idées sont produites du plan physique par des cerveaux d'êtres humains qui pensent et qui réfléchissent. Dans ce cas-là, on a une vision par rapport à l'intuition platonicienne qu'il existe une réalité, que les gens peuvent accéder à des informations s'y rapportant, et que cette réalité, avec des idées, avec des concepts mathématiques, existe en soi. Donc, il y a des vérités que nous pouvons percevoir alors qu'elles ne sont pas démontrables dans un système donné, d'où l'importance d'écouter notre intuition. Il est dit dans l'exposé que la vérité est plus vaste que la notion de démonstrabilité, et cette affirmation n'est pas démontrable. Je ferme les guillemets. Donc, la vérité transcende la démonstrabilité, ou on pourrait dire la réalité, là, si vous n'aimez pas le mot vérité, on peut utiliser différents termes synonymes. Donc, il y a une dimension qui dépasse qu'est-ce qu'on peut observer sur le plan physique et notre compréhension des déterminismes qu'on peut voir en lien avec des réalités matérielles aussi sophistiquées qu'on peut en avoir comme compréhension pour mettre en lien avec ça là, en place certains systèmes. Donc, le principe de la complétude de la logique de Hilbert ne tient pas la route en fonction d'une vision pareille là, avec le théorème d'incomplétude de Gödel, là, naturellement. Donc, en lien avec les constats de cet exposé, que je vous présente certaines notions depuis tantôt de Jean Stone, parce qu'il aborde différents volets de la science d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on en vient à une compréhension que nous vivons dans un monde physique incomplet, en lien avec le théorème de Gödel, incertain, le principe d'incertitude d'Heisenberg, et aussi un monde qui est ouvert dans le sens qui est au-delà du plan manifeste. Il y a un au-delà de tout ça dans le sens qu'avant le Big Bang, ben, il existait déjà de la réalité. Donc, c'est sûr que ce qui était intéressant, Jean Stone, dans son exposé, c'était naturellement la conclusion qu'il faisait à la fin. Et c'est sûr que lui, il vise à allier
à quelque part la dimension spirituelle en lien avec les preuves scientifiques pour générer le réenchantement du monde. Parce que si quelqu'un utilise la raison, puis il y a une vision purement matérialiste ou mécaniste du monde, bien c'est sûr que ce type de vision-là amène l'individu à vivre dans un monde qui peut lui apparaître comme étant absurde. Et à la lumière du comportement de certains gens qui se réclament de la philosophie existentialiste, avoir la nausée devant le monde qui est absurde. Et ça peut générer une forme d'état de dépression, une espèce d'état de contrariété, d'être confronté à un monde qui est absurde, alors que quelqu'un qui, au contraire, n'a pas une vision scientifique matérialiste, mais la personne n'a pas de compréhension scientifique, mais juste au niveau de la croyance, donc une vision purement transcendante du monde en s'appuyant sur une tradition à caractère religieux, spirituel, ou etc., ben, elle n'a pas la compréhension rationnelle que donnent accès les dernières découvertes scientifiques pour contextualiser certaines informations. Et c'est sûr que quelqu'un qui serait juste dans une vision de croyance sans faire appel à la raison, sans faire appel à l'intellect, eh bien, la personne pourrait, ou d'esprit critique, pourrait devenir une fanatique religieuse. Donc, ça serait de la croyance sans conscience. Tandis que là, la démarche qui est proposée, c'est de la science avec de la conscience. Et beaucoup de science mène à une compréhension de Dieu, de s'en rapprocher. Donc, c'est la particularité de la démarche qui est proposée par plusieurs auteurs qui visent à réenchanter du monde, le monde, leur vision du monde, en fait. Je vais vous lire certains éléments des conclusions de Jean Stone de son exposé, à l'effet que toutes les religions disent depuis des siècles qu'il y a un autre niveau de réalité au-delà de l'espace, du temps et de la matière, et que l'esprit de l'homme est relié à cet autre niveau. La modernité avait rendu absurde une telle conception. Pour elle, il n'existe rien d'autre que le monde matériel. Le nouveau paradigme scientifique redonne de façon inattendue une crédibilité à cette conception. Donc, et les conclusions amènent à répondre par l'affirmative aux questions suivantes de son exposé, là, naturellement. Existe-t-il un autre niveau de réalité au-delà de l'espace et du temps? Un principe créateur est-il crédible au plan rationnel? L'esprit de l'homme peut-il être en contact avec un autre niveau de réalité? Peut-on penser que la conscience existe hors du cerveau? Ainsi, une nouvelle synthèse entre science et religion est possible. Elle conduit à un réenchantement du monde, un espoir pour le 21e siècle, combler le fossé entre les deux cultures et rebâtir une vision du monde bénéficiant du souffle que donne la transcendance et de la solidité que donne la raison. Donc, voilà les différentes notes, en fait, que je vous ai lues en lien avec un exposé de Jean Stone que vous allez pouvoir retrouver le lien web en bas de l'enregistrement présent qui donne le ton par rapport au nouveau paradigme que mettent de l'avant là, les gens qui œuvrent dans le domaine du post-matérialiste et que je trouve extrêmement intéressant. J'ai écouté l'enregistrement, je l'ai réécouté plusieurs fois pour prendre des notes et intégrer là, l'essentiel du contenu, parce que je trouve que c'est des informations qui nous amènent à aller plus loin dans notre compréhension de la réalité qui nous entoure et aussi de notre vision du monde. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.